Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Culture et conflits. Numéro 79 à 80, automne-hiver 2010. Langue et politique. Les mobilisations ETHNOLINGUISTIQUES en Europe. Les textes récents de la revue sont accessibles sur www.kern.info/revue-culture-et-conflit.htm. Actualité de la revue, colloques, séminaires, résumé des articles. Français-anglais, et tous les anciens articles publiés sur www.conflit.org. Résumé en anglais également disponible sur www.chaonet.org. Indexé dans Cambridge Sociological Abstract, International Political Science Abstract, P, Political Science Abstract, Linguistics Esperluet. Language Behavior Abstract. Langue et politique. Les mobilisations ethnolinguistiques en Europe. Jean-Baptiste Arguindegui et Romain Pasquier. Jean-Baptiste Arguindegui est maître de conférences au sein du département de sciences politiques de l'Université Pablo de Olavide de Séville depuis 2009. Il y donne des cours sur la science de l'administration, les politiques publiques, le fédéralisme et les politiques territoriales de l'Union européenne en licence et en master. Titulaire d'un doctorat en sciences politiques et sociales de l'Institut universitaire européen de Florence depuis 2005, il continue ses recherches sur la coopération transfrontalière et les langues minoritaires en Europe. Il est l'auteur d'une monographie publiée chez l'Harmattan et de plusieurs articles dans des revues comme Regional and Federal Studies, Environment and Planning C et la Revue française de sciences politiques. Romain Pasquier est chargé de recherche au CNRS et habilité à diriger des recherches. Responsable de l'équipe gouvernance du CRAP, UMR 6051, ses recherches portent sur les régions, la gouvernance territoriale, les politiques publiques en Europe. Professeur ou chercheur invité dans plusieurs universités étrangères, Exeter, Aberystwyth, Montréal, Sevilla. Il a écrit et dirigé plusieurs ouvrages, dont un dictionnaire des politiques territoriales, Paris, Presse de Sciences Po 2011, ainsi qu'une quarantaine d'articles dans des revues comme French Politics, Journal of European Public Policy, Politique européenne, Pouvoirs locaux, Regional and Federal Studies, Revue française de sciences politiques ou Sciences de la société. Les études sur le multiculturalisme et les politiques linguistiques, encore peu diffusées en France, ont connu un grand essor dans l'ensemble de l'Europe depuis les années 1980. C'est dans le but de combler cette lacune que nous avons pris l'initiative d'organiser une session thématique consacrée aux mobilisations ethnolinguistiques en Europe, lors du 10e congrès de l'Association française de sciences politiques à Grenoble en septembre 2009. Ce numéro de la revue Culture et conflits vise à prolonger cet effort en se centrant sur les mobilisations de défense et de promotion des langues régionales en Europe. Ces mobilisations, ici appelées « mobilisations ethnolinguistiques 1 », sont à prendre au sens large puisque, selon le cas, ce terme englobe des dynamiques d'action collective plus ou moins institutionnalisées, allant de l'action de quelques militants associatifs aux politiques de régénération linguistique implémentées par de puissants gouvernements régionaux, et plus ou moins politisées, allant du simple régionalisme culturel au nationalisme politique indépendantiste. En tout état de cause, comme le souligne Betegherina 2, il s'agit de mobilisation, dont l'élément central est la langue que parle un groupe déterminé. La prétention fondamentale est que les habitants d'un territoire plurilingue définissent leur identité collective par rapport à l'élément linguistique, comme symbole d'allégeance au groupe de référence. Dans le contexte des États unitaires comme la France, cette définition mériterait certes quelques amendements puisque ce n'est pas tant la langue que le groupe parle qui est défendue, mais celle qu'il est censé parler en fonction de critères nationalistes. Quoi qu'il en soit, nous excluons de notre analyse le reste des langues minoritaires et de l'immigration, comme l'hébreu ou le swahili, pour nous centrer sur les langues, pratiquées traditionnellement sur un territoire d'un État par les ressortissants de cet État qui constitue un groupe numériquement inférieur au reste de la population de l'État, comme les définit la Charte européenne des langues régionales ou minoritaires du Conseil de l'Europe 3. L'enjeu de ces revendications est central puisque la défense des langues
renvoie directement à une certaine conception de l'État et de la nation. Le fédéralisme belge, la dévolution culturelle au Pays de Galles et en Écosse, le processus autonomique en Espagne ou la pilarisation consociationnelle suisse sont difficilement compréhensibles sans une référence aux langues sous-tendant ces phénomènes. Bien entendu, toutes les langues régionales n'ont pas vocation à remplacer la langue dominante en tant que vecteur de communication, lingua franca facilitant le bon déroulement des affaires publiques, mais plutôt à s'ériger en concurrente, même minoritaire, face à elle sur certains secteurs. La question des revendications ethnolinguistiques n'en perd pas sa pertinence pour autant, comme le démontre la littérature sur ce sujet. Une littérature abondante puisant dans de nombreux sous-champs de la sociologie et de la science politique. Les études portant sur les langues régionales en Europe se sont multipliées ces dernières années. Même si ce champ reste dominé par les sociolinguistes, confère International Journal of Multicultural Studies et Language Policy, il existe malgré tout une littérature proprement politologique sur ce thème qui peut être divisée en 5 sous-secteurs. Tout d'abord, la sociologie des mobilisations a apporté d'intéressants éléments sur le lien entre défense linguistique, militantisme et mobilisation nationaliste. Le potentiel mobilisateur des langues, entendu comme symbole d'unité nationale, a ainsi pu être analysé à travers diverses études de cas 4, en rappelant qu'une langue n'est pas simplement un instrument de communication interchangeable apte à abaisser les coûts de transaction entre acteurs, mais également un élément clé de communion au fondement même de la culture d'une communauté, aussi imaginaire soit-elle sainte. En Europe, la question territoriale se caractérise ainsi par un processus de politisation des identités régionales. Cette dynamique bottom-up s'incarne en particulier dans des organisations politiques, les partis régionalistes ou ethno-régionalistes dont le répertoire politique est structuré par la distinctivité ethnique et les revendications territoriales au sein des États établis. Ces mouvements militent pour la défense et ou la valorisation d'une identité collective et une réorganisation institutionnelle de la structure du pouvoir national dans le sens d'une autonomie accrue. Ils se distinguent donc des régionalismes fondés sur des intérêts économiques, même si la relation économique reste un élément structurant du clivage territorial et des mobilisations qu'il suscite. Depuis une trentaine d'années, ces partis ont fortement gagné en influence politique au point de contraindre les élites politiques des plus grands pays de l'Union européenne, UE, à engager des réformes de régionalisation et ou de dévolution. Ensuite, bien qu'elles aient longtemps mêlé discours normatifs et scientifiques, les études sur le nation building et state building ont placé très tôt les enjeux linguistiques au centre de leurs préoccupations en démontrant l'intense travail de monopolisation du marché linguistique réalisé par les promoteurs de la langue ou des langues de l'État. Ainsi, le paradigme Rocanien 8 identifie le clivage centre-périphérie comme un des clivages politiques fondamentaux en Europe occidentale. Il montre comment la construction étatique d'un centre génère des résistances et ou des contre-mobilisations périphériques. La prise de conscience périphérique résulte de la combinaison de 3 variables. La centralisation politique, la centralisation culturelle et linguistique, et le développement économique inégal 9. Si l'on considère le clivage territorial, la prise en compte de variables de longue durée reste indispensable à la compréhension du phénomène ethno-régionaliste. Les cycles économiques longs, révolution industrielle de la fin du XIXe siècle et les 30 glorieuses de la seconde moitié du XXe siècle, la globalisation du tournant du XXe et du XXIe siècle, les politiques d'unification nationale menées par les administrations centrales, capacité à intégrer sur le plan économique et linguistique ensemble des espaces politiques régionaux, et les transformations consécutives des sociétés régionales, industrialisation, urbanisation, émigration, immigration, survivance de caractéristiques identitaires distinctes, etc., continuent de forger le cadre structurel du régionalisme. À partir de ces variables de longue durée, il est possible d'identifier des périodes de croissance des régionalismes en Europe occidentale. La charnière du XIXe et du XXe siècle, les années 1960 à 1970 et les années 1990 à 2000 apparaissent comme des moments clés de foisonnement des mobilisations ethno-régionalistes. Les bâtisseurs d'État se sont ainsi efforcés de marginaliser, voire faire disparaître, les langues concurrentes,
provoquant selon les territoires des réactions d'acceptation ou de rejet dans les périphéries de l'État 10. En fonction de l'usage de la politique de la carotte, en faisant de la langue un vecteur de prestige et d'ascension sociale, et du bâton, voir l'attirail des punitions infligées aux élèves non francophones durant la Troisième République, 11. Il existerait donc des cas où le processus de monopolisation linguistique du territoire a fonctionné à plein régime, France, Allemagne, Scandinavie, Russie et d'. Autres où la trajectoire de formation linguistique stato-nationale est plus irrégulière, Italie, Belgique, voire certains où la monopolisation précoce a laissé place à un processus de fragmentation à partir du XIXe siècle, Espagne. Dans tous les cas, il est évident que l'homogénéité linguistique n'est pas directement corrélée avec l'homogénéité stato-nationale, suisse, même si l'équation « un État, une nation, une langue » née dans la France du siècle des Lumières reste un leitmotiv populaire en Europe 12. D'un autre point de vue, les analyses en termes de regional studies ont été les premières à démontrer deux phénomènes sociaux complémentaires allant à l'encontre des croyances populaires. Premièrement, comme l'explique F. Lira Ramos XIII à travers son étude sur la diffusion du bable dans les Asturies et des sentiments identitaires des Asturiens, calculée en fonction de la question Linz, dit Moreno, 14, la relation entre la pratique d'une langue régionale et une culture politique localiste est loin d'être claire. Ensuite, l'action collective ethnolinguistique ne se superpose qu'imparfaitement aux mobilisations régionalistes et nationalitaires 15, comme les cas bretons, irlandais et occitans le soulignent. En effet, de nombreuses variables influent sur le succès ou l'échec de ce type de mobilisation. En d'autres termes, un grand nombre de mouvements régionalistes nationalistes n'ont pas de velléité linguistique particulière. Le mécanisme de l'ethno-régionalisme en Europe est ainsi expliqué par M. Keating 16, en des termes plus politiques que culturels ou linguistiques. La recomposition de l'État face au marché global et aux régimes internationaux génère une reconfiguration du jeu politique territorial, où certaines régions se cristallisent comme des systèmes d'action spécifiques. Le régionalisme émerge en ces lieux moins du fait des liens forts de l'ethnicité traditionnelle, au sens pérennialiste, que de la mobilisation des forces politiques, économiques et sociales. Les régions peuvent devenir un cadre de référence pour le jugement et l'action politique pour autant que les enjeux politiques sont régionalisés et que les institutions sociales présentent le jeu politique dans un cadre régional 17. Dans une logique civique, les acteurs activent donc les liens faibles de la langue et de l'identité régionale pour poursuivre des projets communs qui peuvent, mais pas nécessairement, prendre une forme plus explicitement politique, sentiment régionaliste, demande d'autonomie. Dès lors, la réussite des politiques régionales de régénération linguistique reposerait sur les capacités des entrepreneurs ethnolinguistiques à institutionnaliser leur mobilisation et à utiliser à bon escient la structure d'opportunité politique au sein de laquelle ils se meuvent. Ainsi, outre les stratégies locales de captation des ressources et d'intégration interne, il serait fondamental pour les acteurs ethnolinguistiques de créer des réseaux verticaux avec les instances communautaires, Conseil de l'Europe, Commission européenne, et des réseaux horizontaux avec le reste des mouvements ethnolinguistiques au niveau européen 18. À mi-chemin entre la science politique et la sociolinguistique, plusieurs chercheurs ont également tâché d'établir des dichotomies interprétatives des différents types de politiques linguistiques et de leurs effets. Ainsi H. Schiffman 19 nous rappelle que les politiques linguistiques peuvent être basées sur des droits territoriaux ou individuels. Cela signifie dans le premier cas qu'une ou plusieurs langues officielles sont imposées sur un territoire donné, en général dans les champs de l'administration et de l'éducation. Dans le deuxième cas, il s'agit d'octroyer un droit spécifique à des individus qui, de par leur qualité, sont autorisés à utiliser leur langue hors de leur territoire de référence, par exemple, les députés catalans au sein du Parlement espagnol. De même, à travers les notions de rationalisation linguistique et de masse critique, Délétin 20 a su théoriser le processus d'unification linguistique en insistant sur le fait que les langues sortant gagnantes de ces luttes historiques sont celles qui se diffusent entre le plus grand nombre, provoquant ainsi un effet d'entraînement amenant de nouveaux locuteurs à choisir cet idiome pour sa capacité à faciliter les contacts et à véhiculer des idées innovantes. Le cercle vertueux consiste donc pour une langue à gagner des adhérents de par la qualité de ses contenus, ainsi que par sa capacité à augmenter la quantité de locuteurs potentiels auxquels un individu aura accès en l'apprenant.
La référence en matière de planification linguistique reste malgré tout J.A. Fishman 21, qui a clairement identifié les 3 éléments sur lesquels reposait ce type de politique visant tout d'abord à normaliser la langue cible à travers une académie linguistique et la publication de grammaires et de dictionnaires, corpus planning, ensuite à asseoir son prestige en l'ancrant dans les institutions politiques et éducatives par voie réglementaire, status planning, et enfin à augmenter son nombre de locuteurs à travers L', éducation obligatoire et les cours pour adultes, acquisition planning. Malgré tout, même la meilleure politique de planification linguistique n'est pas une garantie de résultat. Autrement dit, il est difficile de réhabiliter une langue régionale et de la rehausser au niveau de locution qu'elle occupait dans le passé. L'omniprésence des médias en langue étatique, la pression exercée par les nécessités du marché économique et les multiples brassages de population tendent en général à privilégier une approche utilitariste de la langue, et donc la langue d'État. Tout au mieux, il est possible de rendre les populations unilingues en langue étatique, locale ou immigrée, conscientes de l'intérêt d'apprendre la langue régionale et de convertir celles qui sont dans un état de diglossie au bilinguisme 22. Par ailleurs, la théorie politique centrée sur les différentes conceptions de la justice et de l'équité a démontré qu'il existait au moins 3 idéaux, types de politique linguistique, et donc de rapport entre langue et État. En premier lieu, dans une optique libérale, l'État doit se montrer parfaitement neutre envers les langues parlées au sein de son territoire et se borner à reconnaître leur usage sans inciter ou dénigrer leurs pratiques, comme c'est en principe le cas aux États-Unis 23, politique de neutralité. En effet, l'imposition de l'anglais s'y est effectuée sans que l'État fédéral interfère sérieusement dans les relations interpersonnelles. De fait, la plupart des grands pays anglo-saxons ne définissent pas quelle est la langue officielle dans leur constitution. En un certain sens, la formation des États-Unis s'est réalisée en laissant fluctuer les lois du marché linguistique, le poids démographique et le pouvoir politique des élites anglo-saxonnes ayant rapidement permis d'exclure d'autres langues européennes, comme l'allemand ou le français. En deuxième lieu, il est envisageable de désirer une langue pour sa capacité à rendre compréhensible le monde qui nous entoure, comme le pensent certains théoriciens proches du courant communautariste. Ces derniers prônent donc la promotion de l'ensemble des langues minoritaires par le pouvoir central afin d'éviter la perte écologique irréparable que représenterait l'extinction de l'une de ces langues, Canada, Espagne, Belgique, Suisse, politique de maintenance 24. De ce point de vue, la protection du français et des langues indigènes au Canada démontre que l'investissement politique et financier dans un plan de récupération linguistique permet de limiter sérieusement la tentation du tout anglais. Cette politique démontre par ailleurs que la discrimination positive linguistique fonctionne bien mieux au sein de communautés territorialisées, comme le Québec, puisque les minorités francophones d'Ontario dépendent-elles du pouvoir politique anglo-saxon. Enfin, suivant une logique proche du républicanisme français, il est également possible de ne favoriser qu'une langue ou un petit groupe de langues pour son statut de lingua franca 25, afin de permettre la formation d'une identité nationale et la participation de tous à la vie de la cité, politique d'harmonisation 26. Le cas de la France est on ne peut plus parlant à cet égard puisque la politique d'unification lancée à travers la publication de l'ordonnance de Villers-Cotterêts en 1539 pour imposer le francien face au latin, s'est amplifiée pendant la période post-révolutionnaire. En effet, la loi du 2 Thermidor en 2 imposant le français comme langue administrative face aux langues régionales et l'interdiction de l'usage des patois dans l'enceinte des écoles sous la Troisième République répond bien au même schéma. Il n'est d'ailleurs pas anodin que la France soit l'un des rares États européens à ne pas avoir ratifié la Charte européenne des langues régionales ou minoritaires établie par le Conseil de l'Europe en 1992, même si c'est aujourd'hui contre l'anglais et les anglicismes que les autorités entendent désormais se prémunir. Loi Toubon du 4 août 1994. Un questionnement fondé sur 3 axes de recherche. La question centrale que nous soulevons ici porte sur ce que la défense des langues régionales nous dit, sur l'évolution de l'État et de la nation. Pour reprendre le fameux schéma proposé par John Laughlin 27, sur l'évolution des États européens, nous nous interrogeons sur les effets opérés par le néolibéralisme sur le passage d'un État westphalien à un État plus communautaire permettant l'expression de cultures multiples en son sein.
Nous défendons pour notre part l'hypothèse selon laquelle ce passage reste largement à démontrer, puisque, outre l'intérêt variable accordé par les gouvernements européens et régionaux aux affaires linguistiques, les forces du marché et de l'administration tendent plutôt à unifier les espaces nationaux autour d'un faisceau restreint de langues viables économiquement et politiquement. C'est bien grâce à une analyse fine que ces mouvements de grande ampleur peuvent être sondés de façon convaincante. Pour ce faire, ce numéro spécial a été pensé comme un carrefour permettant d'intégrer des travaux provenant aussi bien de la théorie politique que de la sociologie de l'État, des études régionales et de la sociologie des mobilisations, rassemblés selon les 3 axes suivants. Le premier axe, intitulé « Les mobilisations ethnolinguistiques, sociogenèse et répertoire d'action », cherche à identifier les acteurs ethnolinguistiques et leurs modes d'expression. Peut-on confondre minorité nationale et minorité linguistique ? Comment évoluent les répertoires d'action collective de ces mouvements, par exemple en passant du marxisme-léninisme au néo-régionalisme ? Existe-t-il des différences notables entre coalitions d'acteurs mobilisés en faveur d'une langue ? Quels réseaux d'action collective sont parvenus à institutionnaliser leur structure ? Et sous quelles conditions ? Quelles relations entretiennent les mobilisations ethnolinguistiques avec les mouvements culturels et les organisations politiques ethno-régionalistes sur le territoire considéré ? Une première réponse est apportée par l'article rédigé par Chaber Itzaina, qui porte sur les enjeux de la réalisation d'une enquête sociolinguistique comparative sur la langue basque en France et en Espagne, et sur le sens que revêtent les différents résultats statistiques dégagés de cette enquête. 2 grandes conclusions découlent de cette investigation. D'une part, la fragmentation territoriale et linguistique des territoires basco-navarrais est avérée. D'autre part, il est intéressant de constater que tant les instruments utilisés que leurs résultats sont critiqués en profondeur. Ainsi, comment mesurer les identités ethnolinguistiques ? Quelle pertinence ont les approches quantitatives, même compensées par des focus group ? Comment repérer les dimensions proprement politiques de ces représentations ? Cet article démontre que les corrélations entre capacité de locution et attachement identitaire local cachent de nombreux biais et que, ces données précisément, ne prennent sens qu'au regard des contrastes des mobilisations collectives et surtout des degrés d'institutionnalisation des politiques linguistiques et culturelles sur les 3 territoires. Il est intéressant de constater que le déficit d'institutionnalisation dont souffraient jusqu'à présent les mobilisations ethnolinguistiques basco-françaises est en voie d'être partiellement résorbé par rapport au cas de l'Euskadi et de la Navarre. En France, la question linguistique est ainsi passée du statut de problème public à celui de problème politique à travers un processus d'enrôlement des acteurs publics, privés et associatifs. Dans un second temps, ce processus d'institutionnalisation de la cause linguistique a entraîné une différenciation entre politique linguistique et politique culturelle, préalable nécessaire à l'émergence de structures proprement dédiées à la promotion du basque en France. À une autre échelle, la contribution de Linda Cardinal est fort utile afin de briser les lieux communs sur les politiques linguistiques. Linda Cardinal compare ainsi l'évolution des répertoires d'action collective des mouvements ethnolinguistiques gallois en Europe et francophones hors Québec au Canada, en faveur de langues restreintes à certains secteurs de la société civile et peu valorisées historiquement. Elle démontre comment ces trajectoires, pourtant issues d'une même souche, ont divergé à travers le temps pour s'institutionnaliser de 2 façons différentes, sous forme d'arrangements localisés au Pays de Galles et à travers un vaste processus de constitutionnalisation de l'enjeu linguistique au Canada. De façon paradoxale et à de nombreux égards, le pragmatisme gallois s'avère être plus efficace que l'approche par le haut, qui prévaut au Canada, pourtant souvent considéré comme un sanctuaire pour les cultures minoritaires. L'idée centrale développée ici est que les approches analytiques d'obédience utilitariste peinent parfois à percevoir les différences de mobilisation entre mouvements ethnolinguistiques. Plaidant pour une approche se rapprochant du néo-institutionnalisme, Linda Cardinal nous invite à nous pencher sur les héritages institutionnels au sein desquels les minorités ethnolinguistiques donnent sens à leur action afin d'en capter toutes les nuances. Le deuxième axe, la politisation des mobilisations ethnolinguistiques, se centre sur les modes de représentation formels et informels des acteurs ethnolinguistiques.
Comment expliquer le surinvestissement réalisé par certains mouvements dans la défense des langues régionales? Comment les langues régionales, en tant qu'entités aux contours parfois flous, sont-elles devenues un carrefour permettant de mobiliser des mouvements ethnonationalistes, écologistes ou religieux? Le saut de l'ethnonationalisme culturel à l'ethnonationalisme politique est-il unilatéral et obligatoire? Comment la langue et les linguistes sont-ils enrôlés dans le jeu politique? Comment la langue permet-elle la constitution d'une communauté imaginaire, même à l'échelle locale? Antonella Capel analyse ainsi la dynamique de politisation de la langue magyare en Roumanie. En janvier 1990, peu après la chute du régime communiste, alors qu'un nouveau champ politique est en train de se former, l'Union démocratique des Hongrois de Roumanie émerge progressivement. Celle-ci s'impose par la suite comme la formation politique dominante aspirant à représenter les Hongrois de Roumanie, 6,6% de la population de l'État roumain. L'avènement de cette force politique s'opère à travers la coagulation de plusieurs mobilisations ethnolinguistiques localisées. Dans plusieurs villes de Transylvanie, la question des écoles, des lycées et de l'université de langue hongroise se pose avec urgence. Fermés ou transformés en établissements mixtes dans les dernières décennies de la période communiste, leur devenir fait l'objet d'un travail de politisation parallèle à la redéfinition du statut de la langue hongroise dans l'espace public de l'État roumain, et donc du statut des Hongrois dans l'État démocratisé. En même temps, ces mobilisations linguistiques produisent un récit collectif qui narre l'histoire de la minorité magyare de Roumanie au XXe siècle. Le but de cet article sera d'envisager ces mobilisations dans une structure d'opportunité spécifique, au moment de la redéfinition des paramètres de la relation politique à la sortie du communisme, et d'interroger, en miroir, la place des mobilisations ethnolinguistiques magyares dans la Roumanie des années 2000 pour questionner plus largement les conditions de politisation de la langue. Dans une perspective proche, Nadej Ragaru étudie les luttes identitaires et politiques autour de la pratique de la langue turque en Bulgarie. Entre décembre 1984 et mars 1985, le gouvernement bulgare procède à l'assimilation forcée de quelques 800 000 Turcs, soit environ 10% de la population. Selon les pouvoirs publics, il n'existe en effet pas de minorité turque en Bulgarie, mais seulement des Bulgares islamisés et turcisés de force à l'époque ottomane ayant décidé de renouer avec leur identité nationale bulgare. Noms, passeports et actes de naissance sont changés de façon à éradiquer toute référence à des patronymes turco-arabes. L'usage de la langue turque dans l'espace public est proscrit. Il est vivement découragé dans l'espace privé. Rarement un État aura fait d'une politique de la langue un instrument de négation aussi absolue d'une présence minoritaire. L'objectif du présent article est dès lors, dans un premier temps, de revenir sur les conditions de formulation et de mise en œuvre de cette politique grâce aux archives récemment ouvertes, en interrogeant les articulations entre imaginaire de la langue et des identités nationales, turques comme bulgares. Il vise ensuite à examiner la place que la restauration de droits linguistiques a pu occuper dans les mobilisations des Turcs de Bulgarie entre 1985 et 1989, comme après 1989, singulièrement dans la stratégie du Mouvement des droits et libertés, DPS, qui représente les intérêts des minorités musulmanes. Ce second axe de réflexion nous amènera à envisager les transformations intervenues, depuis 1989, dans les rapports entre identité et langue au sein des communautés turques, entre autres sous l'effet de l'intensification des circulations entre Bulgarie et Turquie. Enfin, pour terminer cette réflexion sur la politisation, Carlo Pala et Giulia Sandri comparent les trajectoires de trois partis ethno-régionalistes, le Südtiroler Volkspartei du Haut-Adige, l'Union Valdôtaine du Val d'Aoste et le Partito Sardo d'Azione de Sardaigne, représentant les intérêts de trois communautés ethnolinguistiques en Italie, un territoire où le clivage centre-périphérie a donné lieu à un jeu à niveaux multiples entre les villes, régions et l'État central. En quelques années, ces organisations se sont érigées en défenseurs légitimes de la cause linguistique régionale. Liant de façon différenciée les langues qu'ils défendent à la cause de leur territoire, ces partis cherchent à peser de tout leur poids dans les arènes institutionnelles régionales, étatiques et européennes afin d'obtenir des concessions de la part du centre ainsi qu'une certaine visibilité vis-à-vis de leurs électeurs potentiels.
Le troisième axe, la construction des politiques publiques linguistiques, porte sur les programmes spécifiques développés pour favoriser les langues régionales. Politiques culturelles et linguistiques vont-elles de pair? Quelle est l'influence de ces mobilisations sur les politiques publiques linguistiques mises en œuvre dans les États européens? Participent-elles à l'élaboration de politiques éducatives alternatives? L'État central a-t-il le dernier mot en matière de planification linguistique? Ou les acteurs périphériques peuvent-ils s'appuyer sur des institutions et des politiques linguistiques territoriales? Est-il possible d'établir une typologie des modèles de régime linguistique, au regard du traitement politico-institutionnel de la question des langues régionales? Observe-t-on un processus de promotion convergente des langues régionales effectué sous la pression des instances européennes, ce qui pose la question de l'existence d'une réelle politique européenne communautaire en faveur des langues régionales? Martina Avanza présente ainsi les résultats de son enquête sur la Ligue du Nord et sur l'usage des dialectes de Padanie. Jusque-là cantonnés à l'environnement familial, les dialectes padans, par ailleurs extrêmement fragmentés d'une ville à l'autre, sont devenus un enjeu politique et programmatique incontournable sous les effets de la prise de pouvoir progressive exercée par la Ligue du Nord, alliée intermittente du parti Forza Italia du Premier ministre Silvio Berlusconi. Bien implantés en Lombardie et Vénétie, les membres de la Ligue s'efforcent de padaniser l'espace public à grand renfort de panneaux routiers bilingues, Bergamo devenant Berghem, de dictionnaires, d'inaugurations de rues et d'édifices, et de discours incendiaires stigmatisant les voleurs de Rome et les profiteurs du Mezzogiorno. L'enjeu linguistique est ainsi récupéré pour servir la cause d'un mouvement exclusif, visant explicitement à scinder l'État-nation en deux. Appartenance linguistique, identité collective et pratique, culturelle en Pays basque. Retour sur une enquête. Chaber Itzaina. Chaber Itzaina est chargé de recherche CNRS au Centre Émile Durkheim, UMR 5116 du CNRS, à Sciences Po Bordeaux, Université de Bordeaux. Il poursuit ses recherches dans 3 directions. Les interactions entre religion et politique en Europe du Sud, les dynamiques territoriales de l'économie sociale et solidaire, et l'anthropologie politique des mobilisations territoriales en Pays basque. Longtemps 28 réservée aux seuls sociolinguistes, la question des langues est désormais de plus en plus investie par les politistes, en particulier sous l'angle de l'action publique 29. Prenant acte de ce regain d'intérêt, cet article s'assigne un objectif à la fois empirique et méthodologique en proposant un retour critique sur une enquête croisant enjeux linguistiques, culturels et identitaires. Menée en 2004 à 2005 en Pays basque français, Communauté autonome basque, CAB dans le reste du texte, et Navarre, cette enquête a porté sur le thème générique identité et culture basque au début du XXIe siècle et a fait l'objet d'une triple édition en espagnol, français et basque 30. J'ai participé à cette enquête au titre de son comité scientifique, qui associait le Bureau de prospective sociologique du gouvernement basque de la CAB, la Société d'études basques SCO Ikaskuntza et côté français, l'Institut culturel basque ICB. L'enquête, quantitative et qualitative, a permis de réintégrer la variable linguistique dans un questionnement sur les appartenances identitaires et sur les représentations et pratiques culturelles. Elle a constitué, en ce sens, une innovation par rapport aux enquêtes sociolinguistiques périodiquement répétées des deux côtés de la frontière depuis 1991. La publication de l'enquête a provoqué des réactions contrastées, du moins en Pays basque français, sur lequel ce texte concentrera son attention. Ce sont tout autant les conditions de réalisation et les motivations de l'enquête que les résultats proprement dits qui ont soulevé des discussions. Certains acteurs culturels et institutionnels accordent valeur d'expertise à l'enquête dans le processus de construction d'une politique linguistique et culturelle. D'autres, proches des milieux militants, voient dans la démarche une étude de marché commanditée par des institutions culturelles en quête de repères. Les conditions de la réception de l'enquête prouvent la teneur politique de toute démarche réflexive sur les liens entre langue, culture et identité, surtout lorsque le volet méthodologique principal, quantitatif, se prête à des interprétations non contextualisées. L'enquête, et l'amorce de débat qu'elle a généré, offrent du même coup une prise nouvelle pour la sociologie politique. Dans un tel contexte, ce texte souligne que l'enquête de 2005, les conditions de sa production et de sa réception peuvent faire l'objet de 2 niveaux de lecture.
Le premier est celui des résultats proprement dits, qui viennent confirmer la fragmentation des territoires basques, avec une imbrication différenciée des facteurs identitaires, culturels et linguistiques selon les territoires. Un second niveau de lecture concerne les problèmes méthodologiques auxquels l'équipe de coordination scientifique a été confrontée tout au long de l'enquête. Comment mesurer les identités ethnolinguistiques? Quelle pertinence des approches quantitatives, même compensées par des focus groups? Comment repérer les dimensions proprement politiques de ces représentations? Ces données, précisément, ne prennent sens qu'au regard des contrastes des mobilisations collectives et surtout des degrés d'institutionnalisation des politiques linguistiques et culturelles sur les 3 territoires. À cet égard, la situation du Pays basque français est particulièrement parlante. Longtemps perçue comme le pendant sur un mode mineur d'une revendication autrement vigoureuse et institutionnalisée côté espagnol, ce territoire connaît depuis la fin des années 1980 un processus d'institutionnalisation de la défense de la langue et de la culture basque et plus généralement, du développement territorial. Cette dynamique a consisté en partie à tenter de convertir en logique d'action publique sectorielle des dynamiques multiformes essentiellement portées jusque-là par une société civile mobilisée. La question linguistique est passée du statut de problème public à un problème politique 31, en enrôlant largement acteurs publics, privés ou associatifs. Le processus d'institutionnalisation de la cause linguistique a entraîné, dans un second temps, une différenciation entre politique linguistique et politique culturelle. De par ce double processus d'institutionnalisation publique et de structuration militante, le cas basque se situe à l'intersection de 2 des 3 trajectoires qu'empruntent, selon J.B. Arguindegui et Akol, les mobilisations ethnolinguistiques en France 32. De fait, ce n'est qu'à la lumière de ces débats politiques, qui situent la question linguistique à l'intersection des mouvements sociaux et des politiques territoriales, que les données de l'enquête de 2004 à 2005 prennent leur sens véritable. L'enquête, méthodologie et résultats significatifs. L'enquête, coordonnée par le service de prospective sociologique du gouvernement autonome de la CAB, comportait 3 volets. L'enquête quantitative a consisté en l'application d'un questionnaire entre septembre et novembre 2004 auprès d'un échantillon conséquent de 3822 personnes âgées de plus de 16 ans, réparties comme suit: 1204 dans la communauté autonome basque, 1008 en Navarre, 1610 en Pays basque français. L'échantillon a été constitué de façon représentative sexe, emploi, âge, résidence, sur chaque territoire 33. Il est à souligner que l'échantillon basque français, par son ampleur, est particulièrement représentatif, notamment eu égard aux enquêtes équivalentes menées à la fin des années 1970. Si certains items ont dû être adaptés à chaque territoire, la grande majorité du protocole a été appliquée de façon rigoureusement similaire auprès de l'ensemble des enquêtés, ce qui a autorisé une exploitation comparative des résultats. Un deuxième volet de l'enquête, qualitatif, a réuni des groupes de discussion entre octobre 2004 et juillet 2005. 2 groupes ont été constitués, 7 entretiens individuels et 3 récits de vie ont été recueillis. Enfin, le troisième volet de l'enquête a porté sur les perceptions de l'identité basque et de la culture basque sur Internet. Seul le volet quantitatif, en raison de son impact, sera discuté ici. L'enquête qualitative, et les groupes de discussion en particulier, avaient une fonction de correction des résultats quantitatifs, en particulier concernant les représentations de l'identité et de la culture. Comme tout questionnaire de ce type, l'objectif de l'enquête quantitative consistait à capter les représentations individuelles autour de 5 thématiques: territoire, identité, langue, culture, pratiques culturelles. On se propose ici de revenir brièvement sur les enseignements principaux de chacune de ces rubriques. Territoire. Une première salve de questions a porté sur les représentations du territoire. À la question « Selon vous, quel territoire définit au mieux le Pays basque ?» 34. Les réponses ont varié en fonction de plusieurs facteurs. La représentation la plus répandue du Pays basque comme regroupant les 7 provinces se retrouve chez ceux qui ont moins de 45 ans et chez les bascophones. Elle est plus répandue au nord du Pays basque, 35% des enquêtés, que dans la CAB, 30% et en Navarre, 26%, sans pour autant que l'on puisse inférer une lecture politique de cette représentation d'un territoire partagé.
Les enquêtés de la CAB et de la Navarre associent le Pays basque d'abord à la CAB, et plus précisément à la Biscaye et au Guipuscoa, ceux du Pays basque français au Pays basque intérieur, par opposition à la côte 35. Ce volet du questionnaire a également cherché à mesurer le sentiment de proximité entre territoires. Si ce sentiment est fort entre la CAB et la Navarre, les liens entre territoires basques du Sud et du Nord sont plus distendus et asymétriques. Très peu d'enquêtés de la CAB 7% et de la Navarre 4% mentionnent le Pays basque français comme le territoire limitrophe dont ils se sentent le plus proches. La situation est inversée côté Nord, où 38% des enquêtés voient le Pays basque Sud comme le territoire ressenti comme le plus proche, le reste de la région Aquitaine ne recueillant que 15% des réponses. Identité. Le volet sur l'identité comportait des questions sur la hiérarchie des sentiments d'appartenance, tableau 1, et sur les composantes de l'identité basque. Tableau 1 Sentiments d'appartenance, Baxoc et al., op.site, page 49. Plus basque qu'espagnol plus aussi basque qu'espagnol plus espagnol que basque ou plus basque que français plus aussi basque que français plus français que basque. Les résultats de cette première analyse de la superposition des identités ne sont guère surprenants. 40% des habitants de la CAB se considèrent comme uniquement basques et 15% plus basques qu'espagnols, 28% se sentent aussi basques qu'espagnols, 6% se considèrent espagnols et 3% plus espagnols que basques. En Pays basque français, ceux qui se sentent uniquement français arrivent en tête des enquêtés, 36%. Mais ce sont surtout les doubles affiliations identitaires qui méritent d'être soulignées. 46% dans la CAB et 45% en Pays basque français. En Navarre, le questionnaire a été adapté afin d'intégrer l'affirmation identitaire navarraise aux côtés des items basques et espagnols. Le fait 38% des enquêtés en Navarre se sentent d'abord navarrais, 19% navarrais et espagnols, 15% basques et navarrais, 10% d'abord basques, 5% d'abord espagnols, 0% autant basques qu'espagnols et 13% autres. Cette dernière proportion est particulièrement significative, elle aurait mérité de plus ample développement quant aux identités référées, européennes issues de l'immigration. Autres. Le questionnaire se penche ensuite, tableau 2, page suivante, sur les différentes composantes de l'identité basque. Est alors demandé aux enquêtés d'isoler les deux conditions les plus importantes pour qu'une personne puisse se considérer comme basque. L'item vouloir être basque arrive en tête, avec 42% de réponses sur l'ensemble des enquêtés. Cette réponse, renvoyant implicitement à une approche libérale et volontariste de l'appartenance, est suivie de très près, 41% d'un critère territorial. Est basque celui qui vit et travaille en Pays basque, et d'un critère d'origine territoriale, être né au Pays basque. Le critère linguistique, parler basque, arrive en retrait, 17% des répondants. Les critères militants, être défenseur du Pays basque, 16% et essentialiste, avoir des ancêtres basques, 9%, avoir un nom basque, 4% sont moins invoqués. Ces écarts renvoient en creux à des conceptions différentes de l'appartenance. Selon le critère privilégié, on peut devenir basque, selon tel autre, le déterminisme des origines empêche toute intégration. La déclinaison territoriale des réponses est instructive. Dans la CAB, le critère volontariste, vouloir être basque, arrive en tête, alors que la réponse être né au Pays basque l'emporte en Navarre et de façon plus nette en Pays basque français. De même, la part de la langue dans la définition collective est-elle plus prononcée en Pays basque français, 40% que dans la CAB, 16% et en Navarre, 10%. Il n'y a pas de différence sensible entre hommes et femmes dans la ventilation des réponses, ni entre classes d'âge. Enfin, il est à souligner. Tableau 2 Représentation des composantes de l'identité basque. Baxoc et al., op.site, page 53-36. Que les représentations des composantes de l'identité diffèrent sensiblement en fonction du degré de connaissance de la langue basque. Si l'item volontariste, vouloir être basque, arrive en tête chez les bascophones, c'est le critère d'origine, être né au Pays basque, qui l'emporte chez les non-bascophones. En toute logique, le critère linguistique est survalorisé par les bascophones ainsi que le critère militant défendre le Pays basque, alors que les non-bascophones accorderont davantage d'importance à des critères territoriaux, vivre et travailler au Pays basque et d'origine, lieu de naissance, ancêtre, nom 37. Langue.
Le volet proprement linguistique de l'enquête a repris les items élémentaires sur les aptitudes linguistiques, compréhension, expression orale, lecture, écriture, et sur les représentations liées à la langue, sans pour autant les développer autant que ne le font les enquêtes sociolinguistiques. Les données sur la compréhension de la langue confirment ce que les enquêtes sociolinguistiques avaient mis à jour. Les niveaux les plus élevés de compréhension du basque se trouvent dans l'ordre dans la CAB, en Pays basque français et en Navarre. Il y a une corrélation entre les niveaux élevés de compréhension de la langue et le sentiment identitaire prédominance basque. En ce qui concerne l'expression orale, tableau 3 page suivante, 29% des enquêtés déclarent parler bien ou assez bien le basque, la CAB arrivant en tête avec plus d'un tiers de bilingues actifs, suivi du Pays basque français et de la Navarre. Il est à noter que le taux le plus élevé de ceux qui déclarent parler assez bien et bien le basque se trouve dans la classe d'âge des 16 à 29 ans, ce qui laisse augurer d'une reprise générationnelle déjà en marche depuis plusieurs années dans la CAB et en Navarre. Concernant le Pays basque français, l'enquête sociolinguistique de 2006 signalera en effet que si le nombre de bilingues actifs augmente en fonction de l'âge, les taux les plus élevés se situent chez les plus de 65 ans, le nombre de bilingues est plus élevé chez les 16 à 24 ans que chez les 25 à 34 ans, ce qui constitue une inversion historique des courbes générationnelles 38. Tableau 3 Aptitude à parler le basque, Baksoc et al., op.site, page 59. L'enquête de 2004 à 2005 met également à jour figure 1, une corrélation entre le sentiment identitaire prédominance basque et la compétence parlée en langue basque, soit pour l'ensemble des 3 territoires enquêtés. Figure 1 Sentiment identitaire et compétences linguistiques. Baksoc et al., op.site, page 59. L'enquête a également cherché à mesurer, sur le plan des représentations cette fois, le sentiment d'exclusion linguistique, dans un sens comme dans l'autre. 25% des bascophones se sont déjà sentis écartés pour avoir voulu parler en basque, alors que 20% des non-bascophones ont ressenti le même sentiment pour n'avoir pas su parler basque. Paradoxalement, le taux le plus élevé de stigmatisation ressenti par les non-bascophones, 34%, se trouve côté français, soit sur un territoire où l'absence d'officialité de la langue rend pourtant peu probable les situations de discrimination sociale et professionnelle pour non-connaissance du basque. Peut-être ce sentiment d'exclusion est-il à relier à une moindre accoutumance dans un contexte français, au bilinguisme, mais l'enquête ne permet pas d'approfondir cette hypothèse. Toujours sur le plan des représentations, le désir que les enfants apprennent le basque est généralisé, surtout dans la CAB. En Navarre et au Pays basque français, ce désir est très répandu chez les bascophones et chez ceux qui se sentent basques. Chez les autres enquêtés, l'indifférence est de mise. Parmi les personnes ayant essayé ou envisageant d'apprendre le basque, 2 raisons principales sont invoquées. Parce que c'est la langue du pays et pour pouvoir communiquer avec les bascophones. Ceux qui n'ont aucune intention de l'apprendre soulignent ne pas avoir besoin du basque pour communiquer, dans la mesure où l'ensemble de la population parle soit l'espagnol, soit le français. Culture basque. De l'identité et de la langue, l'enquête opère ensuite un glissement vers la culture. Au moins autant que les résultats proprement dits, c'est, nous y reviendrons, la construction des catégories de réponses qui informent sur les interrogations des commanditaires. À la question « Qu'entendez-vous par culture basque ?», les items suivants ont été proposés. A. Toute création qui a trait au Pays basque. B. Toute création d'un artiste basque. C. Toute création produite en Pays basque. D. Toute création en langue basque. Ces réponses induisent une réduction de la culture aux lettres et aux arts, soit à la culture comme objet potentiel des politiques culturelles. Les approches anthropologiques de la culture, difficilement repérables par le biais d'un tel questionnaire, sont provisoirement écartées 39. Le principal résultat ayant attiré l'attention des commentateurs aura été le fait que moins de la moitié des enquêtés, 47%, considèrent que la culture basque renvoie à toute création en langue basque. En revanche, lorsqu'il est demandé aux enquêtés, quels sont pour vous les aspects les plus importants qu'évoque la culture basque ? C'est la langue qui arrive en tête, à la fois sur l'ensemble des enquêtés, 53%, et sur chacun des 3 territoires. La formulation de la question induit des variations majeures dans les réponses. Enfin, la Navarre a ici également fait l'objet d'un questionnaire adapté sur la perception des liens entre culture navarraise et culture basque.
Pour 42% des enquêtés, la culture navarraise fait partie de la culture basque. Ce résultat serait à nuancer à l'échelle infraprovinciale, au vu des contrastes sociolinguistiques internes propres à la Navarre 40. Pratiques culturelles. Enfin, un dernier volet de l'enquête a porté sur les pratiques culturelles, et en particulier dans leur rapport à la langue. Ce volet permet, outre qu'il souligne le niveau relativement faible de consommation culturelle, quelle que soit la langue, de confronter la mesure de la compétence linguistique à celle de l'usage de la langue. La conclusion majeure est que la très grande majorité des activités culturelles s'effectuent en français, espagnol. Les activités culturelles en langue basque sont plus pratiquées dans la CAB que sur les autres territoires, tout en restant minoritaires. Un autre indicateur mesure l'usage de la langue basque dans les médias et en matière de lecture. Les résultats y sont légèrement supérieurs. 22% des habitants des 3 territoires regardent la télévision basque de façon quotidienne, un pourcentage plus élevé chez les jeunes. Un quart des enquêtés de la CAB ne la regardent jamais, près de la moitié en Navarre et en Pays basque français. Sur l'ensemble des territoires enquêtés, si la grande majorité des bascophones regardent la télévision basque, 6% des bascophones ne la regardent jamais. 15% des enquêtés écoutent la radio en basque au moins une fois par jour, et 65% n'y ont jamais recours. 26% des bascophones n'écoutent jamais la radio en basque 41. 71% de l'ensemble des enquêtés ne lisent jamais de périodiques ou de livres en basque, ce qui correspond à peu près à la proportion de non-bascophones dans la société, mais ce taux atteint également 28% chez les bascophones. À signaler cependant que l'usage quotidien de périodiques ou de livres en basque est plus conséquent chez les jeunes générations. Se donne ainsi à voir un écart entre un renouveau effectif de l'offre médiatique, culturelle et éditoriale en langue basque, et des pratiques de consommation qui restent dominées par l'espagnol ou le français. En toute logique, au vu de la disproportion entre les offres culturelles dans chacune des langues, l'usage du basque est plus important pour les pratiques culturelles traditionnelles, Bert Solaritza 42, danse, que pour les pratiques dites plus universelles, cinéma, théâtre, concert. Le volet quantitatif de l'enquête se prêterait à des analyses de corrélation plus fines. Dans leur généralité cependant, ces quelques données soulèvent d'ores et déjà des débats méthodologiques et analytiques. Discussion, identité, territoire et institutionnalisation culturelle. Nous proposons ici de revenir sur, d'une part, les enjeux méthodologiques soulevés par le volet de l'enquête portant sur les identités et d'autre part, à partir du cas basque français, sur la nécessité d'une approche institutionnaliste pour contextualiser les résultats et pour saisir les tenants et les aboutissants d'une telle enquête. Méthodologie, vers une critique de l'identité comme catégorie pratique et scientifique ? Les résultats de l'enquête doivent être relus à la lumière des réserves classiquement exprimées à l'égard des mesures quantitatives des affiliations identitaires. Ne sont mesurées ici que les représentations individuelles, qui ne disent rien des dynamiques collectives. L'enquête, par son ampleur, rend difficile toute comparaison diachronique, à l'exception du volet purement sociolinguistique, grâce aux enquêtes menées tous les 5 ans depuis 1991. Ces enquêtes comprenaient des questions sur l'appartenance identitaire 43, mais ne traitaient pas en profondeur des représentations et des pratiques culturelles. Sur le plan des affiliations identitaires, l'Observatoire sociopolitique de l'Université du Pays basque et Euskobarometro dispose également, pour la CAB, d'enquêtes d'opinion périodiquement réactualisées. C'est en particulier la mesure quantitative des appartenances identitaires qui fait débat ici. En l'espèce, les items privilégiés du type « Vous sentez-vous, plus espagnol-français que basque, d'abord basque, etc. » ne sont pas sans évoquer l'échelle des identifications, dite Moreno Scale, classiquement utilisée dans bon nombre de travaux sur les mobilisations ethnonationalistes. Inspirée notamment des enquêtes de Juan Gilins en Pays basque à la fin des années 1970, l'échelle a été affinée par Luis Moreno pour l'analyse des appartenances identitaires en Catalogne et en Écosse 44. Cette grille entend mesurer les identités duales en interrogeant les enquêtés sur la combinaison de leurs appartenances ethno-territoriales, régionales, et civiques-étatiques, nationales. Particulièrement adaptée à l'étude des territoires à identité multiple, une telle grille standardisée autorise la comparaison.
Prise isolément, cette méthodologie présente des biais. A.M. Ruiz Jiménez 45 note par exemple un écart significatif dans la mesure des identités espagnoles et européennes entre deux enquêtes CIS et Eurobaromètre, toutes deux utilisant pourtant une échelle similaire, du type décrit précédemment. Au-delà des critiques envers une échelle à la fois unidimensionnelle, attitudinale et dichotomique, Ruiz Jiménez souligne que le moindre changement dans la formulation des questions et des items a des effets, ce qui est le propre de toute enquête quantitative. L'enquête basque fait montre d'un tel biais. L'importance de la langue dans les représentations de la culture, nous l'avons souligné, varie selon la formulation de la question. Il convient par conséquent de considérer ces résultats avec prudence et de les relire, en ayant recours aux groupes de discussion et aux études qualitatives. Plus fondamentalement, selon A.M. Ruiz Jiménez, l'échelle force l'enquêté à établir une hiérarchie entre identités, ce qui ne correspond pas forcément à son vécu, et peine à mesurer l'intensité des affiliations. L'enquête basque corrige en partie ce biais en mesurant le sentiment de proximité territoriale d'une part, et surtout en détaillant les éléments constitutifs de l'identité basque. Nous avons souligné que les items volontaristes, vouloir être basque, l'emportaient dans la communauté autonome basque alors que les critères d'origine, être né au Pays basque, l'emportaient en Navarre et en Pays basque français, et que la part de la langue dans la définition collective était sensiblement plus importante en Pays basque français que dans les deux autres territoires. Nous laisserons de côté ici la Navarre, en raison de la problématique spécifique de ce territoire. Hubert Pérez et Mohamed Saïd Darwish 46, compilant plusieurs enquêtes menées en Pays basque, dont celle qui fait l'objet du présent article, depuis la fin des années 1970, confirment l'évolution vers une autodéfinition plus volontariste dans la CAB. Si l'on compare CAB et Pays basque français, pris au pied de la lettre, ces résultats pourraient être interprétés comme mettant en évidence une approche plus politisée de l'identité dans la CAB, plus traditionnelle, voire primordialiste, en Pays basque français. L'importance accordée à la langue côté français irait dans le même sens dans la mesure où le basque y serait davantage transmis par la famille que par les réseaux scolaires ou d'alphabétisation. D'aucuns verraient dans ces différences l'expression de stades distincts de la politisation de l'identité des deux côtés de la frontière, avec un retard sensible du nord sur le sud. L'exemple basque viendrait ainsi illustrer une hypothèse selon laquelle les nationalismes ethniques périphériques évolueraient, en règle générale, d'un accent mis sur les éléments primordiaux, descendance commune, race, langue, tradition culturelle, religion, vers une définition basée sur la territorialité et sur l'adhésion volontariste. Juan Gilins a souligné que le primordialisme peut être la source du nationalisme, mais qu'en définitive, les implications politiques du nationalisme sont incompatibles avec ce primordialisme 47. Lintz a eu lui-même recours au cas basque pour illustrer cette hypothèse, avec des données recueillies à la fin des années 1970 des deux côtés de la frontière. 11,7% des enquêtés au nord de la frontière se déclaraient alors basques ou plus basques que français, alors que plus de 50% se déclaraient basques ou plus basques qu'espagnols côté sud, la faible taille de l'échantillon côté français soumettant cependant ces résultats à caution 48. Une lecture rapide de ces résultats pourrait voir dans le primordialisme des basques français la traduction d'un stade antérieur d'une politisation identitaire arrivée à maturité côté sud. Le contraste entre les degrés de politisation de l'identité vaut toujours dans ces grandes lignes. L'analyse demanderait cependant à être affinée, et ce au moins sur 4 plans. Tout d'abord, la comparaison ne doit pas être portée implicitement par une approche évolutionniste des nationalismes, présupposant des étapes historiques conduisant à un modèle standardisé de politisation. Les modes d'affirmation politique de l'identité sont pluriels. En particulier, le nouveau mode de gouvernance territoriale qui se développe en Pays basque français dans les années 1990, en enrôlant des acteurs de tendances politiques différentes, se laisse mal enserrer par des approches uniquement focalisées sur le succès ou l'échec des nationalismes. Deuxièmement, les représentations individuelles mesurées ici ne disent rien de la nature des mobilisations sur chacun des territoires, et ce même si, comme le suggèrent H. Pérez et M. S. Darwish 49, à partir de l'exemple basque,
La nature de la mobilisation politique peut avoir un effet sur l'orientation des réponses individuelles en induisant une charge politique implicite des affiliations territoriales. Troisièmement, même si ces données permettent à minima de pointer un contraste dans les représentations individuelles de l'identité ethno-nationale des deux côtés de la frontière, un examen plus approfondi de ce contraste ne saurait faire l'économie d'une approche à la fois historique et institutionnaliste des formes de politisation. Sur un registre plus prudent, on rejoindra volontiers H. Pérez et M. S. Darwish qui relisent le volet identité de l'enquête de 2004 à 2005 en y voyant avant tout l'expression des contrastes des constructions statonationales françaises et espagnoles. Enfin, une analyse démographique plus fine permettrait de nuancer le contraste nord-sud. Les approches primordialistes de l'identité ont été relevées sur un territoire, le Pays basque français, où 80% de la population réside sur la partie côtière, soit là où l'identité basque et surtout la langue basque sont en retrait. En d'autres termes, cela même... Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.